L'Amérique tout entière est sous le choc et s'interroge. Comment peut-on être témoin d'un meurtre dans la plus parfaite indifférence? 4 ans plus tard, 2 professeurs de psychologie sociale, Bibb Latané et John Darley, mettent au point une série d'expériences en laboratoire. Leur but, comprendre et analyser les comportements humains en situation d'urgence. Installés dans des cabines isolées, plusieurs étudiants cobayes sont invités à communiquer entre eux par un système d'interphone. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au bout de quelques minutes, l'un des participants complices va simuler une crise d'épilepsie et appeler à l'aide. Latané et Darley vont alors découvrir que le nombre de participants change radicalement les comportements et les réactions des cobayes. L'expérience montre que si l'étudiant est seul, il appelle plus rapidement les secours. En revanche, quand il est en groupe, l'étudiant hésite et attend la réaction de ses voisins. Ce phénomène, ils vont l'appeler l'effet spectateur. J'ai voulu en savoir plus. En France, à l'Université Paris-Ouest Nanterre, Peggy Shekroun est la spécialiste mondiale de l'effet spectateur. Elle a réalisé de nombreuses expériences en laboratoire autour de ce phénomène. Ce qu'ils ont constaté, c'est que quand le participant était seul face au compère qui simulait la crise d'épilepsie, on obtenait 85% d'intervention. Donc 85% des témoins seuls intervenaient pour aller aider la victime. Et quand il y avait 6 témoins qui assistaient à la crise d'épilepsie, on n'avait plus que 31% d'intervention. Donc on a là une mise en évidence de l'effet spectateur, puisque plus la taille du groupe augmente, moins les chances que la victime soit aidée sont grandes. Donc, plus les témoins sont nombreux, moins la victime a de chances d'être aidée. 3 raisons essentielles peuvent expliquer cette passivité. La première, c'est l'influence sociale. Même en situation d'urgence, on préfère se fier aux réactions du groupe plutôt qu'à son instinct personnel. Ici, la fumée devrait alarmer les cobayes. Et pourtant, les gens, dans une situation qui est inhabituelle pour eux, vont avoir tendance à regarder ce que font les autres personnes présentes. S'ils constatent que les autres ne font rien, ils vont penser qu'ils ne doivent rien faire, que la conduite appropriée, c'est de ne rien faire. Une deuxième raison, c'est la peur de faire le mauvais choix face aux autres. De quoi vais-je avoir l'air si je me trompe? Quitte à agir de façon totalement absurde, comme cet homme dans l'ascenseur, qui choisit de se retourner et de regarder le mur sous la pression du groupe. Un deuxième processus qui va pouvoir se mettre en place, c'est la peur d'être mal évalué si on n'agit pas comme les autres. Donc si les autres ne font rien et qu'on décide que l'on devrait intervenir, on risque d'avoir peur, d'avoir choisi le mauvais comportement, et forcément, plus il y a de gens présents, et plus on risque d'être mal évalué par un grand nombre de personnes. Dernière raison qui entre en jeu, la dilution de la responsabilité. Au sein d'un groupe, pourquoi devrais-je agir moi plutôt qu'un autre? Plus on est nombreux dans une situation, moins chacun d'entre nous est responsable d'intervenir. Si vous tombez et que je suis seule avec vous, toute la responsabilité de vous aider à vous relever ou de voir si vous allez bien repose sur moi. Je suis la seule responsable. Si on est 4, je n'ai plus 100% de la responsabilité, j'ai 25% de la responsabilité d'intervenir. Cette théorie m'étonne, car elle va à l'encontre des idées reçues. C'est du moins ce que les psychosociologues ont observé en laboratoire, mais transposé sur le terrain du quotidien. Serait-ce toujours le cas? Et est-ce que nous, on pourrait reproduire une expérimentation telle que Latané et Darley l'ont réalisée dans le cadre d'une agression dans l'espace public? Alors, reproduire une expérience telle que celle de Latané et Darley sur le terrain, dans l'espace public, c'est tout à fait faisable. Eux ont fait leurs études en laboratoire pour contrôler beaucoup de facteurs, pour mettre en évidence les faits. Mais évidemment, on peut tout à fait aller sur le terrain pour reproduire une expérience en simulant par exemple une agression, en regardant le nombre de personnes qui assistent à l'agression et en regardant simplement si les personnes aident ou non la victime de l'agression. C'est la première fois que nous tentons une expérimentation en situation autour de l'effet spectateur. Cette mise en place a nécessité une longue réflexion. Chaque paramètre a été discuté, argumenté
est validée par David Vedis, spécialiste du comportement social. Le but de notre expérience, tenter de comprendre les mécanismes qui nous poussent à agir ou qui nous en empêchent. À un arrêt de bus, nous avons mis en scène une agression. Elle dure 2 minutes. Elle est filmée en caméra cachée depuis une voiture stationnée juste en face. Dans le rôle de la victime, Marguerite, une comédienne de 33 ans. Dans le rôle des agresseurs, tour à tour Laurent, 49 ans, et Florent, 33 ans. Constaterons-nous l'effet spectateur? Les gens interviennent-ils plus lorsqu'ils sont en groupe ou lorsqu'ils sont seuls face à l'agression? Oh, tu peux me regarder quand je te parle? Tu peux me regarder, ouais? Laissez-moi, je vous connais pas, c'est bon. Fichez-moi la paix. Non, mais tu te prends pour qui, là, franchement? Oh, je suis pas... Tu peux pas me parler, c'est ça? Arrêtez, je vous ai rien demandé, c'est bon. Bah, je te parle seulement, donc tu peux rester un petit peu. Laissez-moi. Je sais pas, je t'agresse pas. Là. Allez, laissez-moi. Allez. Oh. Et tu te prends pour qui, en fait, là? Oh, tu te prends pour qui? Laissez-moi tranquille. Je te parle, tu peux me répondre. C'est pas dur, non? Franchement. Oh. Et là, on assiste bien à ce qu'on appelle l'effet spectateur, c'est-à-dire que les gens sont nombreux. Ils comprennent au bout d'un certain temps qu'il y a une agression, qu'il y a donc un danger pour la personne, pour la comédienne ici. Et pour autant, ils n'interviennent pas. Ils regardent un peu la situation, ils évaluent la situation, ils comprennent la situation. Mais il y a l'influence sociale, je suis là, les autres n'interviennent pas, je n'interviens pas. Pourquoi est-ce que moi j'interviendrais vu que les autres n'interviennent pas? Oh, tu peux me répondre, là? C'est bon, on se connaît pas, là. Ah bah tu vois, tu parles. Je t'ai posé une question, tu peux... Bah, regarde-moi. Laissez-moi, je vous connais pas, c'est bon. Bah, Fichez-moi la paix. Regarde-moi, c'est tout. Y a pas de souci. Je t'ai posé une question. Donc là, si on compare avec ce qui se passe dans la scène où il y a les 7 personnes dans l'abribus, ici on n'a qu'une personne qui assiste à la scène. Et donc on retrouve en fait ce moment où il est en train d'évaluer la situation, c'est-à-dire qu'il regarde la scène, il regarde l'agression pendant quelques secondes, et au bout d'un moment, pour être sûr d'avoir bien compris la scène, donc il enlève ses oreillettes pour être sûr de son interprétation. Et du fait qu'il soit seul, ici, il n'est pas dans la situation où il regarde ce que font d'autres personnes qui pourraient l'empêcher d'aller plus loin. Tu peux me répondre, non? Bon, vous arrêtez de me toucher, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me réponds pas, là? Tu te sens trop belle, c'est ça? C'est quoi le problème? Bon, je vous ai rien demandé, laissez-moi tranquille. Mais quoi? Laissez-moi tranquille. Arrêtez, je vous connais pas, c'est bon. Oh, je t'ai parlé normalement. C'est quoi? Hop. Et là, il intervient. Donc une fois qu'il est sûr de la situation, il attend un tout petit peu pour être sûr que la réaction, que venir aider ou que faire arrêter la scène est la réaction adaptée. Une fois qu'il est persuadé que c'est la réaction adaptée, il y va, il arrête la scène tout de suite. Donc il vient en aide, puisqu'il est seul et qu'il ne subit pas la pression du groupe. Arrêtez, je vous connais pas, c'est bon. Oh, je t'ai parlé normalement. C'est quoi? C'est bon. Non. Merci. Et attends, je lui ai posé une question, c'est tout. Oui, mais on se connaît pas, Elle c'est vient de bon. te dire qu'elle voulait pas te répondre, basta. Putain, c'est hallucinant, Voilà. ça. Hallucinant. Merci. Non, on se connaît pas, là. Bah, tu vois, tu sais parler. Bon, allez, regarde-moi. Regarde-moi, je te dis. Toute la journée, nous avons reproduit la même scène et nous avons observé les mêmes regards qui hésitent, qui fuient et se détournent. Les gens qui s'éloignent, font semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Regarde-moi. Me touchez pas, c'est bon. Lâchez-moi. Connasse. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a là? La non-assistance à personne en danger, en direct, devant nos caméras. Oh! On n'a pas le droit de te parler? Tu te prends pour qui? Laissez-moi C'est quoi tranquille, ton monsieur. problème? Oh! Bon, laissez-moi tranquille, je Et vous quoi, tu connais fais ta pas. belle? Je te pose une question. C'est tu me bon, réponds, c'est fichez-moi quand la même- paix, on se connaît pas. C'est quoi ton problème? On peut pas te parler? Arrêtez, me touchez pas, là. Laissez-moi tranquille. Connasse. Qu'est-ce que t'as comme À problème? l'image de ces On peut personnes, pas te Vous parler? arrêtez, je vous ai rien demandé. je n'ai là. rien fait non Fichez-moi On peut plus. pas te parler? la paix. Laissez-moi tranquille. Comme eux, j'ai aussi trouvé plein de bonnes raisons pour ne pas bouger. La victime était sûrement consentante. J'ai tout fait pour minimiser l'agression. Je vous connais C'est pas, ce donc qu'on laissez-moi appelle en tranquille. psychologie sociale la dissonance cognitive. Réponds, et puis c'est tout. Parce que nous voulons continuer à nous regarder dans le miroir, Je vous connais pas, là. nous nous trouvons toutes les bonnes raisons pour justifier notre comportement, au risque parfois de réécrire les faits auxquels nous venons d'assister.
Nous avons demandé à Alexis, étudiant-chercheur en psychologie sociale, de se faire passer pour un enquêteur des transports. Son intervention va très clairement mettre en lumière ce phénomène. J'ai cru voir un incident, je dois faire des rapports en incident. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Un incident, une agression, je dois faire des rapports en cas d'agression. Vous avez vu? Là, à l'instant? Oui. Oui, enfin bon, j'ai vu une jeune fille qui se faisait embêter par un jeune homme, mais bon, c'est verbal, voilà. Pareil. Il voulait pas lui parler, puis lui, il voulait lui parler. Est-ce que ça s'est arrêté? Alors que toutes les personnes qui interviennent considèrent que la situation est grave, celles qui ne bougent pas relativisent l'altercation. Par là, vous m'avez dit? D'accord. Ici, le couple voit parfaitement l'agression. Elle se passe sous leurs yeux. Regarde-moi. Pourtant, ils choisissent de s'éloigner, C'est quoi ton problème? alors qu'une femme est agressée juste à côté d'eux. Connasse. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Vous avez rien vu du tout? Ils sont en train de discuter là. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Non, il n'y a pas eu de violence. Pas eu de violence? D'accord. Excusez-moi. La dissonance cognitive, ce n'est pas forcément de la mauvaise foi. C'est un processus inconscient qui transforme la réalité pour être en adéquation avec notre morale. Qu'est-ce que je t'ai fait là? Je te pose une question, tu me réponds, c'est la moindre des choses, Je vous ai non? rien demandé, c'est bon, laissez-moi tranquille. Dans l'effet spectateur, Moi, je t'ai posé une le groupe inhibe et empêche d'agir. C'est bon. Attends, mais c'est quand même ouf ça. Mais il suffit parfois qu'un seul bouge pour que tout le monde agisse, comme un seul homme. La jeune femme s'en va, l'agresseur la suit, donc le danger devient peut-être plus sûr, plus évident pour eux. Et là, quelqu'un part, tout le monde part. Ça débloque complètement l'effet inhibiteur du groupe. On va dire, il intervient, donc je vais y aller aussi, histoire d'avoir une estime de soi qui reste un petit peu solide, en se disant pas j'ai laissé le type intervenir et moi je suis restée à regarder ce qui se passe et donc j'y vais aussi, quelqu'un y est déjà allé, en plus je prends pas trop de risques puisque je suis pas seule à intervenir. Laissez-moi tranquille, c'est bon. Heureusement, il y a aussi des personnes qui interviennent spontanément. Mais par quoi sont-elles guidées? Voilà, c'est une question. Si tu la connais pas, tu la laisses tranquille, ok? Ouais, c'est bon, c'est l'eau, je lui demande une question et moi. Ont-elles un chromosome du courage en plus? Je te demande juste pourquoi tu me parlais. Oui, laissez. Un métier qui leur impose d'intervenir? Ne parlez pas. Vous ne parlez pas, vous, ma mère. Tu fais ta belle là, comme ça? Tu veux provoquer ou quoi? Un sens de l'empathie plus développé. Ouais, c'est ça. Oh, ne me touchez pas. Vous la laissez tranquille. Si elle ne veut pas vous parler, vous la laissez. Ouais, c'est incroyable, je pose une question, elle me répond pas, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Merci. Ou est-ce une question d'éducation? Merci, madame. Le simple fait de connaître l'effet spectateur et ses mécanismes serait déjà un grand pas pour nous pousser à agir.